Conseiller de Guillaume Kiba-Bonisolo, président de Génération et Peuple Solidaire, est accompagné pour la circonstance par Madame Diarasuba Djedeba, vice-présidente de RGPS, et de M. Fousseni Tamadou, président de l'UDS France, UDS attendez par là, Union des Sororistes. Merci, veuillez vous asseoir. Alors, mesdames et messieurs, il est à présent 15h30. La conférence, comme préalablement établie, doit prendre fin en principe à partir de 17h, parce qu'aujourd'hui en France, il y a des contraintes. Aujourd'hui en France, je crois bien, si je ne me trompe pas, à partir de 20h, tout le monde doit censé écouter des rappels que nous pouvons peut-être l'oubli est naturel. Pour ceux ou celles qui seront peut-être sur cette liste d'oubli, pourront nous signaler en aparté pour qu'on puisse signaler ça à la délégation, sinon au public du jour. Nous avons, mesdames et messieurs, la présence très remarquée de M. Jean-Paul Badi, coordinateur CDRP, coordinateur des plateformes des partis politiques ici en France. Et l'opposition, bien entendu, M. Jean-Paul Badi, il est aussi délégué général du PDCRDA. Merci, M. Jean-Paul, d'avoir honoré, en tout cas aujourd'hui, votre présence. Nous avons également Madame Céline Dello, déléguée générale du PDCI Seine-et-Marne. Merci à vous, Madame. Nous avons également le doyen Dje, qui est membre du comité des salles du PDCI-RDA. Ça fait beaucoup PDCI-RDA. Ce message, ça dit long. Le GPS, sinon Génération un peu plus solidaire, est un mouvement, est un parti qui est bien ancré dans le secret du PDCI-RDA. Le PDCI-RDA a longtemps dragué, comme vous le dites en griffe, le GPS. Merci à vous, délégué PDCI, coordinateur PDCI, de nous avoir honoré ce jour. Mesdames et messieurs, nous allons continuer ici avec Jean Camille, qui est le président de Leader ici en France. Merci, monsieur Jean Camille. Nous avons également enregistré la présence de Chantal Guiraud. Chantal Guiraud, qui est la présidente de l'URD. L'URD qui est le parti de la très célèbre Bonnie Claverie. Merci à vous, Chantal Guiraud. Mesdames et messieurs, à présent, ici, ce qui a été donné comme le déroulé du jour. Après la présentation des différentes délégations, nous allons très rapidement passer le micro à la très puissante combattante Madame Diarasuba, qui est la vice-présidente du RGPS. Madame Diarasuba va faire l'ouverture de cette conférence. Elle va entretenir très rapidement, en quelques minutes, l'Assemblée. Et puis, on va poursuivre avec les autres intervenants. Merci à Madame Diarasuba. Vous avez la parole.
Bonsoir, chers frères et sœurs. Bonsoir, honorable le député Isiaka Fofana, conseiller de son leader, son Excellence Guillaume Kibafori Soro, SDG de la LONASI. Bonsoir au coordinateur, M. Jean-Paul Badi, coordinateur de la CDRP, coordinateur des plateformes des partis politiques de l'opposition ivoirienne ici en France et délégué général du PDCI RDA. Bonsoir Madame Dello et son époux, excusez-moi, délégué général du PDCI RDA. Bonsoir au coordinateur Jean-Camille de la plateforme. Nous avons beaucoup de coordinateurs, qui est aussi le président des leaders, celui qui représente Mamadou Koulibaly ici en France. Alors, j'ai dû oublier d'autres parce qu'il y en a qui m'ont appelé qui venaient. Je m'excuse si jamais j'oublie de passage des partis politiques que je n'ai pas pu citer. Je m'en excuse. Et je ne peux pas aussi prendre la parole sans remercier les présidents des partis politiques et mouvements formant le GPS. Je salue également de passage les leaders de la société civile, les journalistes qui ont voulu nous rejoindre pour relayer les informations, et illustres invités, mes chers collaborateurs, mon équipe, je vous salue. Mesdames et messieurs, nous avons tenu à nous rassembler ce jour pour faire le point à mi-parcours de notre lutte pour l'instauration de la démocratie vraie dans notre pays. Mais avant, je voudrais respectueusement m'incliner devant la dépouille mortelle des récentes barbaries de l'ex-pouvoir et avoir une pensée pour tous nos détenus politiques depuis le 23 décembre 2019. En effet, après ce simulacre d'élection du 31 octobre 2020, il était important pour nous de faire le point de la situation, faire l'inventaire des acquis, améliorer les défaillances et enfin nous projeter dans la suite à donner à notre noble combat. Mesdames et messieurs, nous devons être fiers de notre combat, car en si peu de temps, nous avons ébranlé les tenants du pouvoir. Nous avons dénoncé la dictature en cours en Côte d'Ivoire et nous avons décrédibilisé ce pouvoir à l'international. Et par-dessus tout, nous avons réussi à faire échouer ces élections. C'est le lieu pour moi de saluer un homme qui a su rester digne pour son peuple et qui a dit non à la dictature, son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Oui, mesdames et messieurs, il aurait pu garder le silence et conserver son poste et tous les attributs si afférents. Mais en homme de conviction, il a choisi le combat de la liberté et de la démocratie. Pour son engagement politique, Ouattara veut sa peau, coûte et coûte, car il a osé là où certains poltrons ont décidé de vendre leur dignité.
Mais quand vous êtes dans la vérité, nul ne pourra vous atteindre. Pour la mémoire de nos disparus, je vous le dis, ne tient qu'à un bout de fil. Pour la mémoire de notre disparu, pour le peuple ivoirien, nous devons tenir bon, car ce pouvoir, je vous le dis, ne tient qu'à un bout de fil. L'ex-président joue sur le temps et la division pour maintenir sa dictature. L'opposition a donc l'obligation de rester soudée et parler d'une seule voix. C'est pourquoi nous encourageons son Excellence Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, à tenir bon, à rassembler l'opposition et lui renouveler toute la confiance de GPS au nom du président, son Excellence Guillaume Kibafori Soro. Le thème qui nous réunit est de savoir les projections de GPS au lendemain d'une parodie électorale. GPS n'a pas changé de fusil d'épaule. La ligne de conduite de GPS reste identique, à savoir le respect de la limitation du nombre de mandats, donc du respect de notre constitution, la non-reconnaissance d'Alassane Dramane Ouattara comme président et toutes les institutions émanant de son pouvoir. GPS continuera la lutte pour la liberté de la démocratie. GPS se battra avec les moyens légaux jusqu'à l'établissement de l'ordre constitutionnel dans notre pays. Pour finir, nous voudrions remercier le peuple de Côte d'Ivoire qui a suivi dans sa grande majorité le mot d'ordre de la désobéissance civile. L'exhorter à tenir bon et le rassurer quant à l'aboutissement de notre lutte. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse notre patrie, notre chère patrie, notre mère. Je vous remercie. C'était Madame Diarra Souba, vice-présidente de RGPS, chargée de la diaspora et membre de GPS. Je vous remercie. Merci à la vaillante présidente de RGPS. Je vous annonçais tout à l'heure que cette dame, elle est très dynamique, elle est très ponctuée et puis voilà, elle vient de faire ses preuves. Elle n'a plus à présenter ici sur la place parisienne. Depuis belle lurette, cette dame se bat ici pour la dignité, la restauration de la dignité ivoirienne. Elle se bat ici également pour l'instauration de l'état de droit en Côte d'Ivoire. Merci à vous, Madame Diarra Souba, pour cette brillante intervention. Mesdames et messieurs, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, que après Madame Diarra Souba, Monsieur Fousseni Tamadou, le président de Union des Soroïstes, UDS, va donner son mot et puis on va passer la parole au conférencier du jour. Mesdames et messieurs, on va à présent remettre le micro à Monsieur Tamadou Fousseni. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bien, avant de commencer, avec la permission de notre président du groupe parlementaire GPS à l'Assemblée nationale, son Excellence M. Ishaka Fofoda, avec aussi vos bénédictions, j'aimerais que chacun de nous s'élève pour réserver une minute de silence à nos morts. Je vous remercie. Une seconde alors. Tu as fait une seconde. Pas une seconde. Hein? Tu as fait... Bon, d'accord. D'accord.
voulait nous voir. D'accord. Monsieur le Président du groupe parlementaire des GPS, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents des partis et mouvements politiques, Mesdames et Messieurs, en ce jour du samedi 26 décembre 2020, au siège de GPS France, en vous souhaitant une bonne fête de Noël et aussi mes salutations les plus respectueuses. Je suis certes comblé de joie en vous recevant ici ce matin avec la dynamique dame, Madame Diarasouba, vice-présidente de RGPS France, et aussi de l'équipe qui nous a permis de trouver un moyen inimaginable pour la réussite et la concrétisation de cet événement. Je vais parler de M. Berthe Dalaba, président de E72 et président de la Ligue des droits de l'homme de Paris 17e et 20e. M. Kone Amara, M. Jean-Luc de Souza, Mme Bamba Edwige. Je tenais à remercier respectueusement le président GKS en lui adressant mon salut et mes reconnaissances envers sa personne. Je salue du fond du cœur tous les collaborateurs du président GKS, sans oublier sa charmante épouse, Mme Sylvie Tagoro-Soro. Je tenais à dire aux journalistes que vous êtes les hommes de la presse, que l'information est bien utile en ces circonstances et aux heures plus. Que nous avons en cet ultime moment de choisir l'homme providentiel, l'humanisme, l'homme du côté qui est aux côtés de l'humain, dont la valeur n'est plus à démontrer, dont la compétence a dépassé les frontières ivoiriennes. Pétri de talent, l'enfant de l'ENA, nous éprouvons un réel plaisir à vous avoir ici en France, parmi nous, son Excellence, M. Fofana Isiaka. Nous tenons à vous exprimer nos vifs remerciements en vous conviant à cette conférence comme conférencier du jour, à cet événement de portée historique, inspiré par des valeurs culturelles majeures sur lesquelles reposent les sociétés africaines. En effet, nos peuples, nos tribus, nos ethnies, dans leur cheminement à différentes époques, aussi ont bien propre sein que dans leurs relations de voisinage, ont toujours su opposer le bouclier du dialogue, l'échange de la concertation aux interpellations de la passion et de la compréhension, cela pour que les poudres qui soutiennent l'édifice commun résident à l'érosion. Mesdames et messieurs, en acceptant de choisir l'honorable Isiaka, qui est chargé d'histoire, comme aussi des grands hommes qu'a connu la Côte d'Ivoire et l'Afrique de l'Ouest. Je vais parler de notre Foufou Boigné à tous, de Moké, de Sekou Sanogo, Vame Doumbia, Vanier Bitra, Zamblé Bi Zamblé, de Biaka Boda, de Kofi Gado, qui ont renvoyé au monde entier l'image d'un pays en marche vers le progrès, confiant en lui-même l'image du refuge des valeurs, d'hospitalité légendaire, de la fraternité vraie et du show de solidarité. Aujourd'hui, l'histoire a choisi que les enfants de la Côte d'Ivoire s'arrêtent un moment et de se regarder en face, en se souvenant de ce qui a été en ayant vu le rôle qui lui a été attelé à jouer en Côte d'Ivoire, dans la sous-région et en Afrique. Cette réelle volonté d'arracher notre pays, notre chère Côte d'Ivoire, à l'emprise de la fatalité et de l'ouvrir à la sérénité, à un avenir digne de son histoire et de sa culture. Exprimer aussi notre volonté de secouer les démons de la violence, de la haine et de tourner vers un avenir de paix
et de concorde. Il s'agira moins de déchirer les pages de l'histoire, de les tourner et d'avancer. Il ne peut pas s'agir d'oublier, mais de pardonner et d'assumer ensemble les erreurs, voire les fautes. Combien qui ont eu raison d'enclencher une telle dynamique, d'engager un réel processus de réconciliation vrai, sans de but, avec des avancées incertaines. Partout, vous savez mieux que moi, en tant que l'homme politique, partout où l'on s'est montré méfiant, en méprisant ses relations, on a substitué aux règles de l'unité et de la tolérance, celle de l'arrogance et du rejet de l'autre. Nos frères sont allés à l'affrontement sans issue. Les propres enfants du pays ont conduit leur pays à la catastrophe. C'était le génocide du Rwanda, les bras coupés de la Sierra Leone, le Libéria, l'Éthiopie. Cela n'arrive pas qu'aux autres. Que Dieu nous en préserve. Mais cela peut exister derrière des buissons de l'intolérance. La catastrophe arrive vite quand on n'a pas le courage de se parler, d'échanger, regarder l'autre en face, de faire confiance à l'autre. Souvenir inaltérable du vieux Oufoué Boigny, s'il était présent, s'étonnerait de la situation actuelle. Plus de choses nous unissent que de nous séparent. Les parents ont bâti ensemble cette nation. Nous devrons tenir encore aujourd'hui. Nourris du passé, rencontre entre Ivoiriens, adossée à l'état de droit, à laquelle la structuration et de l'arrosage de la citoyenneté plus large et le choix d'intégration. Mesdames et messieurs, je souhaite à cette porte, en annonçant une conférence de presse à tous et à toutes. Je vous remercie. Merci à vous, M. Tamadou Fousseni. Quelle éloquence. Merci. Alors, mesdames et messieurs, on ne va pas trop tarder à remettre le micro au maître de la parole. Mesdames et messieurs, tout à l'heure, dans l'allocution de M. Fousseni Tamadou, très attentif, oui j'étais, j'ai tiré dans son intervention une expression que j'ai bien voulu marquer pour ne pas oublier. Oui, il a dit que aujourd'hui, nous sommes à un événement de portée historique. Oui. C'est parce que la Côte d'Ivoire, notre mère patrie, est à un tournant décisif de son histoire, qu'il n'est plus question de croiser les mains. Il faut aller à la rencontre de tous les Ivoiriens, de leur parler de la portée historique du combat que nous menons aujourd'hui. Le combat de l'instauration de la démocratie vraie, de l'état de droit, de l'égalité, la justice et la paix. Mesdames et messieurs, comme disait le père fondateur de la République moderne de Côte d'Ivoire, Feu Félix Houphouët-Boigny, la paix, ce n'est pas un verbe, c'est un comportement. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les comportements se sont très éloignés de la paix. Car aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le dialogue aujourd'hui qui était autrefois l'âme des plus forts est aujourd'hui l'âme des plus faibles. Mesdames et messieurs, je ne veux pas tarder. Aujourd'hui, nous avons affaire à un homme. C'est parce que cet événement est historique que nous avons bien voulu porter le choix sur un homme d'exception comme conférencier du jour. Un homme très effacé, peu médiatisé. Un homme sobre,
mais très efficace. C'est parce qu'il est, cet homme est très efficace que c'est son efficacité qui lui a coûté un mandat d'arrêt international. Mesdames et messieurs, il est ENAC, fonctionnaire dans l'administration publique ivoirienne. DAF, directeur administratif et financier, sous la primature de M. Guillaume Soro. Ex-directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, la LONASI. Depuis 2016, il est député de la nation ivoirienne, élu de la circonscription de Wurofla, Kamalo et Sifié. Depuis juillet 2017, il est limogé de son poste, de ses fonctions de directeur national de la LONASI, pour avoir affiché sa fidélité, sa constance, pour avoir affiché son opinion libre. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, nous allons donner le micro à cet homme qui va nous entretenir ce jour. Conseiller spécial du président de Génération et Peuple Solidaire, Monsieur Issaka Fofana, député en fonction à l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, exilé politique ici en France. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je préfère dire bonsoir à tous. Vous savez, le protocole est tellement pointueux et précis que je n'ai pas envie de commettre des impairs en appelant individuellement, n'est-ce pas, les personnalités qui sont là, qui nous fait l'amitié de répondre présent à notre invitation. C'est pour cette raison, vous m'excuserez bien si j'englobe, je ne vais pas dire en global. Si j'englobe les titres en disant représentants ou membres des partis politiques de la famille de GPS, mais également les partis alliés de l'opposition qui ont fait l'honneur, nous font l'honneur d'être avec nous ce soir. En tout cas, je vous remercie. Je remercie très sincèrement les partis et mouvements de la grande famille soroïste. Vous savez, le lexique politique s'est enrichi depuis un certain moment. Donc aujourd'hui, on parle de famille soroïste. Donc il est entré dans le lexique. Donc je disais que il est entré dans le lexique politique voilà, ivoirien. Donc dit merci à l'ensemble des partis et mouvements politiques de la grande famille soroïste. Cette manifestation me réjouit à plus d'un titre. Vous savez, à la suite de la parodie, n'est-ce pas, d'élection qui s'est tenue le 31 octobre 2020, après la prestation de serment, beaucoup d'Ivoiriens étaient comme pris des doutes, de découragement parfois. Et la manifestation d'aujourd'hui pour moi sonne comme une remobilisation des bases, une remobilisation des acteurs politiques de l'opposition pour dire que le combat se poursuit. Et donc, il nous faudra un réarmement, n'est-ce pas, moral, psychologique, pour aller à la conquête, n'est-ce pas, de nos libertés, à la conquête de la démocratie qui, depuis un certain moment, a reçu des coups de butoir en son sein. Donc, notre manifestation de ce soir, comme l'a dit le président UDS France,
est historique en ce sens-là, que c'est comme un nouveau départ que nous prenons, mais qui fait suite à tous les combats qui ont été menés pour que le monde entier voit le poids de l'opposition ivoirienne. En outre, le thème qui est choisi cadre bien avec l'actualité du moment, les perspectives au GPS. Mais je peux dire qu'au-delà des GPS, cette interrogation s'adresse à toute l'opposition, à toute la Côte d'Ivoire. Est-ce que nous devons abdiquer, nous devons nous résilier à la suite de cette parodie d'élection pour dire, bon, il est passé, il est président, on s'assoit et on regarde. Donc, les propos qui vont suivre tout à l'heure essaieront de donner une réponse à cette interrogation. Mais, comme je l'ai dit, c'est un thème d'actualité, donc dynamique. La vérité qu'on peut dire aujourd'hui peut être nuancée demain au regard des événements qui peuvent survenir entre-temps. Ça, c'est une première précision que je fais. La deuxième, c'est à la faveur des échanges que certains thèmes qui pourraient ne pas figurer dans les propos liminaires pourront être abordés. Et le troisième, les positions qui vont être évoquées ici ce soir sont à la lisière entre les positions personnelles et les positions de la formation politique, du mouvement politique qu'est GPS. Étant entendu, comme je l'ai dit, c'est des sujets extrêmement importants. Donc, la position officielle de GPS va être donnée par le président fondateur de GPS. Pour ma part, comme je l'ai indiqué, ça peut être des positions personnelles, mais aussi des positions largement partagées par d'autres membres de notre mouvement politique. Alors donc, avant de commencer mon propos aussi, je voulais faire une petite rectification. Le président UDS France, en me présentant, a dit que j'étais le président du groupe parlementaire Rassemblement. J'en suis le vice-président. Et des vice-présidents, il y en a deux. La présidence est assurée par l'honorable Kamara Loukman, que je salue au passage pour son courage, sa détermination, son abnégation, parce que après un an pratiquement de prison, il est sorti, il a accepté d'assurer la présidence du groupe parlementaire, quand on sait aujourd'hui que même les députés, malgré leur humilité, ne sont pas à l'abri, n'est-ce pas, des poursuites. Donc je voudrais remercier et féliciter le camarade, l'honorable Kamara Loukman. Chers frères et sœurs, les élections présidentielles se sont tenues en Côte d'Ivoire le 31 octobre 2020. Mais les lampions sont loin d'être éteints tant elles ont été émaillées d'incidents graves, entraînant de facto des lourdes conséquences au plan humain, nombreuses pertes en vies humaines, traumatisme de la population, sociale, mise à mal de la cohésion sociale avec les conflits interethniques et la résurgence des thèses de repli identitaire et politique avec la crispation du champ politique marqué par sa bipolarisation entre le RHDP au pouvoir et le bloc de l'opposition. Ces élections ont connu ce triste sort en grande partie à cause du président sortant qui, en violation flagrante de la Constitution, a décidé de briguer un troisième mandat. Cette décision a été rejetée par l'opposition dans son ensemble, accompagnée en cela par la très large majorité sociologique de la population. Les premiers éléments de ce drame politique ont été perçus depuis plus d'un an avec une furie
qui est allé s'amplifiant contre le mouvement Génération et Peuple Solidaire. Profitant de l'arrivée avortée le 23 décembre 2019 du président Guillaume Soro en Côte d'Ivoire, le pouvoir Ouattara en a profité pour liquider pratiquement GPS. Une majorité significative de sa direction est arbitrairement arrêtée, au nombre desquels des députés. Le président lui-même est contraint à l'exil avec certains de ses collaborateurs. Cette traque du GPS avait en réalité pour objectif d'écarter son leader de la cause présidentielle, car candidat sérieux et ou gênant. Ces manœuvres du pouvoir d'Abidjan se sont poursuivies pour aboutir à la condamnation à 20 années d'emprisonnement le 28 avril 2020 à la suite d'une parodie de procès, facilitant du coup la mission confiée à la CEI de l'exclure de la liste électorale en dépit d'un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme demandant de surseoir à l'exécution de la décision de la justice ivoirienne. À l'instar du cas Guillaume Soro, tout le processus électoral a été jalonné par des contorsions juridico-politiques orchestrées par le pouvoir dont la finalité était de réussir le passage en force de M. Ouattara pour son troisième mandat illégitime et illégal. Installé dans le sang, les larmes et le traumatisme psychologique du peuple ivoirien, M. Alassane Ouattara a précipité la Côte d'Ivoire dans l'incertitude, avec notamment l'arrestation de plusieurs cadres, plusieurs leaders de l'opposition. Dans ce contexte de forte crispation politique, marqué par des récurrentes violations de la Constitution, des reculs démocratiques et des violences psychologiques et physiques, l'apport de GPS au débat politique est attendu, car porteur pour la suite du combat, porteur d'espoir pour la suite du combat de l'enracinement de l'état de droit et de l'alternance politique. Ce qui laisse entrevoir, de mon point de vue, des perspectives meilleures pour ce mouvement politique. Il faut rappeler que GPS a été porté sur le fonds baptismaux par le président Guillaume Soro en vue de participer au débat politique en Côte d'Ivoire et surtout mener la politique autrement. Cette ambition a été très vite contrariée par le pouvoir RHDP à travers une politique de répression savamment préparée. Cette arme de M. Alassane Ouattara contre le GPS trouve son origine dans le refus du fondateur de GPS de rester dans l'escarcelle du RHDP. De sorte que l'organisation, l'implantation, la formation des militants de ce mouvement ont été fortement et régulièrement perturbés, voire freinés. En dépit de ces obstacles, le président Guillaume Soro et son mouvement ont été à la pointe du combat contre la violation de la Constitution et de la présidence à vie voulue par M. Alassane Ouattara. Ce combat a été mené avec détermination, sans complexe et surtout avec des arguments solides. Malgré la situation de fait qui prévaut aujourd'hui au sommet de notre État, le GPS peut et doit éprouver un sentiment de fierté, tout comme l'ensemble de l'opposition, avec à sa tête le président Henri Konan Bédié. Et ce combat doit se poursuivre jusqu'à la victoire finale qui est l'instauration d'un véritable état de droit et l'avènement d'un pays résolument démocratique. Pour atteindre ces résultats, le GPS doit poursuivre sa structuration et son implantation sur toute l'étendue du territoire national et dans la diaspora. Cette dynamique doit reposer sur le courage, l'abnégation et la capacité de résilience de ses militants. Ces élections qui viennent de s'achever
ne sont qu'une bataille facticement remportée par le RHDP. Cette situation ne doit aucunement entamer notre détermination, mais elle doit être plutôt perçue comme une invite à un réarmement moral, psychologique, pour continuer sans relâche, sans compromission, la résistance. Ni résignation, ni abdication, tel doit être le maître mot pour la suite du combat pour GPS. En cela, les derniers événements de l'actualité nationale nous donnent encore les éléments justificatifs de la position de Génération et Peuple Solidaire. Il s'agit de l'ouverture du dialogue entre l'opposition et le gouvernement et le débat sur les élections législatives à venir. En effet, quelques jours après sa parodie d'élection et lors de sa prestation de serment, le chef de l'État a lancé un appel au dialogue en direction de l'opposition. Une initiative louable en soi. Cependant, au regard de la conduite unilatérale du processus par le gouvernement, que peut-on attendre de concret qui aille dans le sens d'une expansion durable du champ politique ivoirien? Car dès la trame de son initiative, le gouvernement s'est plutôt employé à se choisir ses interlocuteurs au sein de l'opposition, au lieu de laisser celle-ci s'organiser et désigner ses propres représentants. Comment peut-on réconcilier, en excluant les discussions, certains leaders de l'opposition qui sont tout de même des acteurs clés du champ politique ivoirien? À y regarder de près, on se rend compte que cet appel est un os séché lancé au pied de l'opposition. C'est juste une opération de vernissage pour colorier le RHDP dont le pouvoir est taché du sang des Ivoiriens. Toujours à la faveur de sa prestation de serment, le chef de l'État a annoncé l'organisation des élections législatives pour le premier trimestre 2021. Ces élections sont la suite logique d'élections présidentielles dans notre système politique. En conséquence, son organisation à la date indiquée par les tenants du pouvoir n'appelle pas, en apparence, de débats particuliers. Seulement, l'élection du président de la République s'est tenue dans un contexte particulier de surchauffe, marqué par le meurtre d'une centaine d'Ivoiriens et l'emprisonnement de certains leaders de l'opposition. Et cette élection a la particularité d'enregistrer le plus faible taux de participation de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire, avec moins de 10% de taux de participation. Dans ce contexte, le pouvoir RHDP tente juste de retrouver, à travers ces élections législatives, une légitimité populaire qui lui fait désespérément défaut. Il n'hésitera pas à utiliser tous les moyens d'État à sa disposition pour parvenir à ses fins. Et la CEI et le Conseil constitutionnel, dont, dans leur composition actuelle, dont la révision a été demandée en vain par l'opposition, constitue la meilleure arme de combat dont dispose le RHDP. La participation de l'opposition dans ces conditions ne sera rien d'autre qu'un acte de légitimation supplémentaire du pouvoir actuel. En outre, à supposer que l'opposition partie y remporte la majorité des sièges, le président de la République a toujours la possibilité de contourner la dite majorité parlementaire en légiférant par ordonnance, comme il a eu coutume de le faire les années antérieures. Vous savez, à l'Assemblée, les domaines d'activité sont bien définis.
Et la loi organique permet seulement au président de la République de légiférer par ordonnance dans les domaines économiques et financiers. Mais pour les autres domaines, lorsque l'exécutif doit prendre une ordonnance, il faut une loi d'habilitation qui est votée par le Parlement. Mais cette pratique a toujours été ignorée par le régime actuel, s'appuyant, ou du moins abusant, n'est-ce pas, de la possibilité qui lui est donnée de légiférer par ordonnance en matière économique et financière. Le chef de l'État, n'est-ce pas, a étendu les domaines d'intervention, ces domaines d'intervention, en intervenant dans des domaines qui relèvent de l'Assemblée nationale. Et à titre d'illustration, le code électoral, si vous vous souvenez, c'est par ordonnance que le code électoral a été adopté là où il fallait une loi. Donc, même si l'opposition participant aux législatives était majoritaire au Parlement, le chef de l'État a toujours la possibilité de contourner, n'est-ce pas, cette majorité-là, en légiférant par voie d'ordonnance. Dans ce cas, la majorité obtenue par l'opposition ne va lui servir que de l'eau de consolation, et à la limite avec en prime une présidence de l'Assemblée nationale, mais là encore vidée de tout son contenu. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario a supposé que l'opposition participe, mais ne remporte pas la majorité absolue à l'Assemblée. Là, j'allais dire, les conséquences seront encore plus dramatiques. Parce que les années passées, le RADP était majoritaire à l'Assemblée nationale. Mais ce régime n'a jamais respecté les droits de la minorité parlementaire. À titre d'illustration, la formation du dernier bureau de l'Assemblée nationale, alors que le règlement intérieur de l'Assemblée stipule que la formation du bureau de l'Assemblée nationale doit refléter la représentation nationale à l'Assemblée nationale, mais le président de l'Assemblée qui a succédé au président Guillaume Soro a formé un bureau, j'allais dire, unicolore. Voilà, à presque plus de 80% RHDP. Alors que le RHDP à l'Assemblée représente à peu près 65 à 70%, mais le bureau, dans sa composition actuelle, est à presque 90% composé de députés RHDP. Donc, il laisse voir clairement qu'en cas de minorité, comme je l'ai indiqué, la situation sera encore plus dramatique pour l'opposition. En plus de ne pas voir ces préoccupations prises en compte à l'Assemblée nationale, ce qui va arriver, il va y avoir une rupture de capital confiance entre les partis politiques et le peuple de Côte d'Ivoire. Et là, les partis d'opposition pourraient être taxés de parjure. Comme si l'opposition avait fait des petits arrangements avec le pouvoir dans son dos. Et dans ces conditions, la remobilisation du peuple va être encore plus difficile. Parce que les partis de l'opposition, en allant à cette élection, dans les conditions actuelles, je dis bien dans les conditions actuelles, où aucune condition posée à l'ouverture du dialogue n'a été prise en compte, les préalables qui ont été posés jusqu'à aujourd'hui, aucune de ces conditions n'a connu un début d'exécution. Alors si l'opposition allait dans ces conditions-là à ces élections, on pourrait se poser la question, on y va pour gagner quoi? Surtout que dans sa composition actuelle, la CEI n'est rien d'autre qu'une section du RHDP. Qu'est-ce qu'on espère? Donc, pour le GPS,
combattre la politique de la chaise vide. Oui, aux élections législatives, mais pas à n'importe quelle condition. Il faut que les conditions, les problèmes, les préoccupations posées lors de l'élection présidentielle qui ont amené le président Henri Konan Bédié, le Premier ministre Safi Nguessan à s'abstenir de participer. Il faut que ces conditions-là soient remplies de manière à ce que l'élection législative reflète la réalité du terrain. Voilà. Je vais être bien clair, le GPS ne dit pas qu'on ne veut pas d'élection. Le GPS ne dit pas il faut pratiquer la politique de la chaise vide, mais le GPS dit oui à l'élection législative, mais à certaines conditions de transparence et de crédibilité du scrutin à venir. Au regard de ce qui précède, la position de GPS paraît univoque. Bien qu'important, la participation de l'opposition aux législatives ne peut pas être la priorité du moment. La satisfaction des préalables évoqués par l'opposition à l'ouverture du dialogue avec le gouvernement doit plutôt la satisfaction des préalables évoqués par l'opposition à l'ouverture du dialogue avec le gouvernement doit plutôt retenir toute notre attention. Autrement, elle trahirait, pas de l'opposition, elle trahirait la confiance de la majorité du peuple ivoirien et les conséquences pourraient être considérablement et durablement saper son capital conscience. Pour le GPS, il faut inscrire la lutte politique dans le temps en se posant en machine politique redoutable. Avec les autres membres de l'opposition, il nous faut survivre aux tempêtes actuelles caractérisées par des massives violations des droits de l'homme et des délits de démocratie. Garder espoir quant à la chute du RHDP, déjà vermoulu, car portant en lui-même les causes endogènes de sa prochaine mort. Mesdames et messieurs, je vais m'arrêter là, conclure mes propos, tout en réitérant mes remerciements pour les organisateurs de cette conférence. Remercier les partis frères qui ont accepté d'être avec nous, qui illustrent, n'est-ce pas, de l'union retrouvée au sein de l'opposition. C'est extrêmement important pour la suite du combat. C'est un appel que nous lançons à nouveau. Je sais que nos leaders en sont suffisamment conscients que c'est en l'union que nous pourrons venir à bout du pouvoir actuel. Je vous remercie. Merci à notre illustre conférencier du jour, à la personne de l'honorable Issaka Fofana. Alors, très rapidement, nous avons ici des journalistes avec nous qui, n'est-ce pas, veulent, comme à l'accoutumée, poser certaines questions à nos officiels. Alors, je veux très rapidement annoncer, sinon enregistrer les questions, on ne va pas prendre plus de 5 questions. Si. Donc, excusez-moi, on dit que le chronogramme a été changé. On va appeler nos artistes qui vont rester avant la série de questions. Merci. C'est donc à la suite de l'intervention de nos
l'honorable conférencier, nous allons ouvrir la page des artistes. En effet, notre pays va mal. Elle va mal en telle enseigne que les populations ivoiriennes se sentent en prison dans leur pays. Et il nous appartient de lutter. Beaucoup ont pensé que la nouvelle lutte, nous parlons de nouvelle lutte, parce que beaucoup ont pensé que notre leader Soro allait se mettre dans les sables. Voilà pourquoi dans le schéma du pouvoir en place, il faut permettre aux gens de prendre les rues avec les armes et profiter, faire un nettoyage. Et comme leur plan a échoué, ils sont perdus. Alors que Soro, nous avons tous ici, au niveau de l'opposition, nous avons gagné en maturité. Mais la lutte continue. Et donc je voudrais ici citer un penseur, Sénèque, qui dit: un bonheur que rien n'a entamé succombe à la moindre atteinte. Mais quand on doit se battre contre les difficultés incessantes, on s'aguerrit dans l'épreuve. On résiste à n'importe quel mot, et même si l'on trébuche, on lutte encore en genoux. Ceci pour dire que les Ivoiriens, jusqu'à leur dernier souffle, vont lutter. Le pouvoir, il est illégitime. Le pouvoir, il est illégal. Mais quand un peuple est libre, souvenez-vous de la chute du mur de Berlin. Ce pouvoir va chuter. C'est donc pour aller dans le sens du programme que nous voulons annoncer un artiste qui réellement n'est plus à présenter dans toutes les questions de forme. Nous voulons appeler ici, sous vos acclamations, Andy la boîte noire. Andy la boîte noire. Donc, nous avons, excusez-moi pour le protocole, nous appelons Andy la boîte noire et Gustave Bado. Et donc, on me fait vous dire que juste après la conférence, il y a un repas qui est servi. Nous n'avons pas à la maison, nous allons ensemble partager le repas qui annonce la libération du peuple de Côte d'Ivoire. Andy la boîte noire et Gustave. Apparemment, micro. Ok, en Zouglou, ça réussit toujours. Zouglou! Zouglou! Est-ce qu'on peut faire du bruit pour le GPS? Faites un peu de bruit parce que c'est un bruit confiné. Mais on va déconfiner ça en Zouglou. Et puis, bientôt, on va rentrer chez nous un peu. Zouglou! Nous, on dit, on ne veut pas troisième mandat au Alassane. On ne veut pas troisième mandat au. On n'a jamais voulu un troisième mandat au Alassane. On ne veut pas troisième mandat au. Yes, Siamano. Siamano. Vous ne voulez pas chanter. Quand les a un combat, à un moment donné, on devient tous des chanteurs. À un moment donné, on peut devenir des zénacs. Et puis à un moment donné, si le combat nous demande de devenir des femmes, on peut devenir Madame Jarasuba. C'est tout ça qui fait le combat. Donc à présent, c'est fausse musique. Devenons tous des chanteurs. Yes, Yamano. Amano, yes, Yamano. C'est les gens.
y a Technique Banani. Si tu connais Technique Banani, pas du bruit. C'est lui l'enfant terrible. Maintenant, nous, on ne veut plus insulter. On ne veut plus prendre des fusils. On va faire la politique autrement. Comment tu es puissant? Toi seul, tu ne peux pas gagner 10 personnes. Il faut arrêter ta magie. Yes, Yamano. Isaka Banda. Ah, tout ça, c'est la même chose. Baba Isaka Fofana, c'est la même chose. Je sais que lui, dans sa lignée, il n'a qu'à me dire s'il n'y a pas Baba dedans. Alors, on applaudit, je passe. Nous, on est à Paris. Ça, c'est pour nous tous. Mais ça dépend du partageur. On va se détendre. Répondez, on va se croiser en studio. Cela qui va folie, folie, qui va folie, mais pourquoi vous tremblez? Pourquoi il tremble? Mais pourquoi vous tremblez? Cela qui va folie, le monde entier bouge, mais les gens là, ils tremblent. Mais pourquoi vous tremblez? L'enfant n'a même pas encore parlé. Mais pourquoi vous tremblez? Il voulait être candidat. Mais pourquoi vous tremblez? Monsieur Fofana, il voulait être candidat. Ils ont refusé. Mais pourquoi vous tremblez? On va venir à Abidjan. Ça là aussi. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Les amis de Soro, ils ne sont même pas candidats et qui sont à Abidjan. On les a tous pris en prison. Tout ça à cause de Soro. Lui-même, il n'est même pas encore arrivé là-bas. Mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la longueur de la nuit, un jour il fera un jour. Un matin on ira chez nous. Vous savez cette histoire? Si on veut chanter une chanson de ça, on ne quittera jamais ici. Faites du bruit pour notre plaisir. Bon, c'est pas un concert, c'est une conférence, on a fini. Applaudissez pour vous, du courage. Merci, monsieur, merci. C'était Andy Lapointe et Gustave Bado. Toujours restons debout. Merci bien aux artistes. Nous avons fini la phase pratique, la phase d'enseignement. On nous a suffisamment instruit sur la situation du prévôt en Côte d'Ivoire. Il nous a instruit sur la position du GPS. L'artiste a dit une chose qui est essentielle. Au GPS, nous avons toutes les sensibilités intellectuelles. Nous avons des énarques, nous avons des politologues, nous avons des artistes, nous aurons des médecins. Ceux-là même, lorsque nous allons reprendre le pouvoir, nous vont consulter les membres du RHDP. On lui dira, Joe, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ils vont venir voir le docteur. Ils lui diront, ah, vraiment, c'est Satan qui a pris ma tête. Voilà pourquoi je suis rentré dans le 3e mandat. Il va falloir que nous allons devant. Et donc, après les interventions, nous allons laisser les journalistes présents pour poser des questions. Et donc, les journalistes, nous allons aller rapidement. Vous allez juste lever la main
nous allons vous passer le micro et vous allez poser votre question. Ok, donc voilà comment nous allons faire. Le premier, nous allons prendre la série de 3 questions. La série de 3 questions. Le premier journaliste se lève, il se présente, il pose sa question. Bonjour à tous, moi c'est Kamara Alassane de Radio Armada. C'est un plaisir d'être parmi vous ce soir. J'ai eu à prendre quelques membres de l'UDS dans mes différentes émissions. J'ai eu à couvrir également les marches, les meetings, les sittings des organisations, que ce soit société civile, que ce soit partis politiques un peu partout à Paris ici. Donc la question, elle est pour, je pense, pour Madame Diarra, pour en gros tout le monde. Il est beau de tirer des leçons, de faire des perspectives, de se pencher sur l'avenir, quelle va être la suite du combat. Alors la question que moi j'aimerais savoir, il est bon de faire des beaux discours, mais concrètement il faut être pratique sur le terrain, il faut des hommes capables sur le terrain. Aujourd'hui, en France, on voit vos mobilisations, on voit de quoi vous êtes capable, de ce que vous faites, c'est important, c'est salutaire. Mais en Côte d'Ivoire, c'est là le champ, c'est là le terrain de jeu. Quels sont vos moyens, étant que les leaders dont vous représentez ici sont tous en exil aujourd'hui, mais quels sont vos moyens dont vous disposez pour pérenniser les actions, non seulement de ces partis en Côte d'Ivoire, mais aussi à leur permettre d'aboutir à une réconciliation comme vous le souhaitez dans vos différentes interventions, et aussi à changer la donne aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire à changer la situation comme vous nous avez cru Alassane à la tête étant élu pour un 3e mandat, ce qui est contesté par la majorité des Ivoiriens. Quels vont être les moyens aujourd'hui de changer cette donne et d'aller en avant comme vous le souhaitez? Merci bien. Nous allons prendre un deuxième intervenant rapidement. Bonsoir chers à tous. Bonsoir honorable. Je me présente, je m'appelle Curtis, je suis membre de GPS. Alors, ma question a 3 volets. La première, je voulais savoir aujourd'hui la position du GPS dans la politique ivoirienne. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, toujours le GPS, je voulais savoir la position du GPS dans l'opposition. Parce que nous savons tous aujourd'hui ce qui s'est passé. Alors, je voulais savoir aussi la position du GPS, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'opposition, vu beaucoup de divergences sur la participation des législatives ou non. Alors, ma troisième, c'est la dernière, je vais pas prendre tout le temps. Étant membre du GPS, quel chemin, quelles sont les directions à suivre aujourd'hui, vu que notre leader est en train d'être isolé? Je vous remercie. Merci bien. Comme les questions sont longues, il faudrait que nous prenions 2 questions, nous pouvons répondre et puis on va passer à l'autre question. Merci beaucoup. Pour la suite du combat, je vous ramènerai quelque part à l'histoire, même l'histoire française, lorsque le général de Gaulle, en Angleterre, il a lancé un appel. Mais avant que l'appel se concède, vous relisez l'histoire, il a lancé plusieurs appels, mais qui se sont soldés par des échecs. Il a fallu la situation en Algérie. En Algérie, pour ceux qui se souviennent, en Algérie, le coup d'État manquait des généraux français en Algérie, qui a permis, n'est-ce pas, de changer la donne. Donc, pour dire que clairement, la lutte politique, il faut l'inscrire dans le temps. Dans mon intervention tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est juste qu'une bataille des faits
pratiquement gagné par le RHDP. Et je pèse mes mots. Je dis bien bataille et puis factiquement. Donc, une bataille peut être gagnée ou perdue. Mais ça ne veut pas dire qu'on a perdu la guerre. Et quand il dit factice, parce que justement, cette victoire, est-ce qu'elle est l'émanation du peuple en tant que tel? Je dis non. Parce que quand vous voyez le taux de participation, ça veut dire que le peuple, dans sa majorité, n'a pas adhéré au 3e mandat. Donc, qu'est-ce qui permet au pouvoir de s'installer? C'est les moyens d'État. Il y a l'armée, il y a la police, ainsi de suite. Mais qui, dans une logique, dans un combat, ont toujours leurs limites face à la détermination des peuples. Ici, il faut plutôt appeler à la détermination du peuple souverain de Côte d'Ivoire de retrouver, n'est-ce pas, cette prérogative. Le pouvoir appartient au peuple. Et il est exercé dans l'intérêt du peuple. En démocratie, je dis bien. Donc les moyens dont l'opposition dispose, c'est des moyens conventionnels. C'est l'appel à la mobilisation. Je parlais tantôt de réarmement moral et psychologique. Parce que, il ne faut pas oublier que ces élections ont été émaillées d'incidents qui ont entraîné, dans une certaine mesure, un traumatisme au niveau des populations. Il y a eu quand même une centaine de morts. On a vu la tête d'un Ivoirien être utilisée comme un ballon de football. Ça s'était jamais produit en Côte d'Ivoire. Vous voyez jusqu'à où nous sommes allés au niveau de la violence. On a atteint un certain niveau. Et il faut prier très rapidement qu'on n'aille pas au-delà, parce que l'Ivoirien n'était jamais arrivé à ce niveau de violence. On n'était jamais allé à désacraliser la vie humaine. C'est ce point que nous avons atteint. Donc, vous ne pouvez pas demander à cette population-là, de jour au lendemain, après ces événements, de ressortir comme si de rien n'était. C'est là que nous parlons de réarmement moral et psychologique. Il faut lui donner du temps au temps. Et c'est en cela que je dis que je me réjouis de cette manifestation. Parce que si tout s'arrêtait, là, il y avait des raisons de désespérer. Et au niveau du pays, en raison, comme je l'ai indiqué, des mesures de répression, d'une politique de répression savamment mise en œuvre, pour l'instant, le peuple est dans une position, je ne dirais pas d'attentisme, de défaitiste. Il appartient alors en ce moment aux différents leaders d'avoir l'approche nécessaire, l'approche idoine pour que cette population puisse sortir de son traumatisme. Et au niveau de la diaspora, comme on le fait, il faut multiplier ce genre d'activité pour montrer que l'opposition n'a pas abdiqué. Mais c'est plutôt un repli stratégique en vue de revenir. Alors, quand on demande de quels moyens dispose l'opposition, ça me donne l'occasion, d'accord, de revenir sur un fait. Parce que très vite, la presse, en cela entraîné par des militants qui n'ont pas compris le sens de certains propos du président Guillaume Soro lorsqu'il a dit au 31 octobre, il ne va pas avoir d'élection. Très vite, c'est vrai que bon, les gens sont tellement pressés de voir M. Ouattara partir du pouvoir. On pensait qu'il descendra avec des bazookas, des chars, combat, pour chasser Guillaume Soro, pour empêcher des élections. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agissait. Il a dit qu'il ne va pas avoir des élections
Mais dans les standards internationaux de la démocratie, de l'état de droit, lorsqu'un président est élu avec moins de 10% de taux de participation, est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu des élections? Il y a eu moins de 10%. Il a dit qu'il ne va pas avoir d'élections en appelant les militants de l'opposition dans le cadre de l'exécution du mot d'ordre de la désobéissance civile. Restez chez vous, n'allez pas aux élections. Et le taux de participation qu'on a enregistré nous permet de dire que le pari, le défi qui a été lancé a été relevé par l'ensemble de l'opposition. Donc tout ce qui nous voyons aujourd'hui n'est rien d'autre qu'un passage en force. Et mon deuxième niveau d'intervention sur ce point précis était que lorsque le président Guillaume Soro a demandé à l'armée de prendre ses responsabilités, on a vu une certaine presse donner une interprétation univoque. Il dit bien une interprétation univoque à l'appel lancé par le président Guillaume Soro. Mais cette interprétation, en réalité, c'était le souhait secret de ceux-là qui étaient enfouis dans leur subconscient, qui voulaient faire porter par Guillaume Soro. Guillaume Soro n'a jamais dit à l'armée allez renverser M. Ouattara. Il a dit, il a invité l'armée à prendre ses responsabilités. Mais l'appel a été lancé dans un contexte particulier. Vous vous souvenez qu'il y avait les milices qui agressaient les militants de l'opposition qui sortaient manifester et parfois au vu et au su de certaines forces de l'ordre. Donc, en demandant à l'armée de prendre ses responsabilités, c'était de dire oui, la mission qui vous est dévolue, c'est de protéger les biens et les personnes, les citoyens. Mais voici des citoyens qui sont en train d'exercer un droit qui leur est reconnu dans la Constitution, le droit de manifester, d'exprimer son opinion, mais qui sont en train d'être massacrés par des miliciens. Donc c'est tout à fait normal que Guillaume Soro puisse demander à l'armée de protéger ces militants-là, de protéger ces citoyens ivoiriens. Alors pourquoi avoir une interprétation univoque, alors qu'on peut bien donner une autre interprétation comme celle que je donne, qui est en réalité le fond de sa pensée quand il lançait l'appel. Donc les moyens dont dispose l'opposition, c'est des moyens politiques, qui est la mobilisation de nos militants, qui est le dialogue en obtenant, en passant au dialogue pour obtenir, comme je l'ai indiqué dans mes propos, obtenir les garanties d'un scrutin, n'est-ce pas, d'un scrutin transparent. Voilà. D'un scrutin qui reflète le poids de chaque formation politique, mais qui soit vraiment transparent. Mais pourquoi voulez-vous aujourd'hui qu'on puisse, parce que M. Ouattara a prêté serment, on abdique. De quels moyens dispose M. Ouattara en 2000, vous vous souvenez, lorsque le président Laurent Gbagbo a été élu, le RDR n'a jamais reconnu l'élection de M. Gbagbo, du président Gbagbo, Laurent Gbagbo. Ils l'ont dit. Ils sont restés jusqu'à ce qu'en 2010, ils viennent au pouvoir. Est-ce que le fait d'avoir prêté serment voudra dire que on perd toutes nos capacités politiques? Non. C'est à nous qui nous ne reconnaissons pas en l'élection, qui ne nous reconnaissons pas en l'élection de M. Alassane Ouattara, de continuer à nous battre. La deuxième question qui est la divergence au niveau de l'opposition,
Mais vous ne pouvez pas avoir des leaders, d'accord, de ces niveaux, et puis qu'un problème vienne, qu'il y ait l'unanimité. Du coup, c'est des débats, des discussions que va jaillir, fleurir, n'est-ce pas, la meilleure position à prendre. Les débats qui ont cours actuellement ne doivent pas nous amener à désespérer, parce que, écoutez, vous ne pouvez pas avoir des gens du rang du président Henri Konabidi, qui est quand même docteur en droit en économie, d'accord, qui était président de la République, mais le président Laurent Gbagbo, avec les fonctions qu'il a occupées, le Premier ministre, président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, le Premier ministre Afin Gusson, toutes ces personnalités-là, un sujet ne peut pas venir, et puis, du coup, sauf si nous étions dans le champ religieux, là c'est des dogmes, c'est là, tout le monde y croit. Mais dans le champ politique, c'est les débats. Le principe, c'est les débats. On débat et à la suite, une position peut se dégager. Donc je voulais rassurer les uns et les autres que les débats qui ont cours ne sont pas des preuves de division, mais bien au contraire. Voilà, c'est vraiment ce que je voulais dire sur la divergence, et c'est pour cette raison, dans mon propos, j'ai dit, la position que j'exprime est d'abord une position personnelle. Même si elle est partagée par une grande majorité de membres du GPS, mais c'est une position personnelle. Je vous remercie. Nous continuons les questions. Vous avez, bien avant vous, s'il vous plaît, il y a un monsieur là. Allô? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je suis M. Touré. Et avant tout propos, je présente mes sincères condoléances à Mme Dina Badirachouba, dont l'un des proches collaborateurs a perdu son épouse. Et mes condoléances les plus adressées, Madame la coordinatrice. Alors, ma question, c'est au niveau de l'opposition. Et je sais que juste avant les élections, il y avait quand même une certaine osmose, une attente vraiment de tous les partis de l'opposition. On l'a constaté par, pas dit le boycott, mais bon, la réclamation des conditions normales d'une élection juste, inclusive, avec la participation de tous les candidats, même ceux qui ont été. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et à nos grandes surprises, ce qui fait ces temps-ci l'actualité, c'est la participation de l'opposition à une discussion avec le parti qui est au pouvoir. Alors, moi, je voulais savoir, vous qui êtes un très proche du président GPS, est-ce que le GPS a été contacté juste avant cette rencontre? Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est au niveau des conditions, des préalables. J'ai lu dans la presse, généralement, les conditions posées par l'opposition pour la suite des discussions. Et entre autres, il y a la recomposition de la CUE, il y a la libération des prisonniers politiques et tout. Ma question est que si le parti au pouvoir accède à cette doléance, est-ce que le GPS prendra part aux élections? On sait que le financement des élections se fait par le nombre de parlementaires. Et maintenant, si les conditions sont satisfaites, est-ce que vous, les cadres du GPS qui est en exil, est-ce que vous comptez prendre part à ces élections si elles se tiennent dans le premier trimestre de l'année 2021? Merci. Passons à la deuxième intervention. Bonjour à tous. Je suis Estelle, membre de l'URD, Bonnie Claverie. J'entends bien l'exposé du député. Et bien, ma question, c'est si les conditions ne sont pas réunies pour participer aux législatives, quelles seront la position à venir? On fait quoi finalement? C'est ça ma question. Une des questions, c'est de savoir si le GPS a été convié
aux négociations. Et puis, à la limite, la suite. Le GPS n'a pas été convié aux négociations. Et dans mon propos liminaire, je l'avais indiqué en disant que le gouvernement s'est arrogé le droit de choisir ses interlocuteurs. Or, ces dialogues-là, comme le président Henri Konan Bédié l'a dit, vous savez, c'est en cela que je dis qu'il faut continuer la lutte et que le pouvoir RHDP, c'est un pouvoir vermoulu. Parce que lui-même, chaque jour qui passe, pose les conditions pour montrer à tout le monde que, bon, voilà, on a des raisons de ne pas faire confiance. Vous savez que dans le contexte, nous ne sommes pas seuls. Il y a des partenaires. Il y a des pays, d'autres pays qui disent, bon, la situation telle que vous, l'opposition, il faut aller. D'accord? Il faut que vous négociez, il faut que vous parliez. On ne peut pas cette situation qui commande que les acteurs puissent se parler. Vous verrez tout le sens de la grandeur d'esprit du président Henri Konan Bédié lorsque on met le CNT en place. Que le pouvoir crie que c'est une officine de déstabilisation. Oui, c'est subversif, ils ont mis le CNT, ils veulent, etc. Le pouvoir s'est agrippé pour même faire un blocage et justifier toutes les violations possibles des droits de l'homme qui ont pu se passer, l'arrestation des leaders, ainsi de suite, ainsi de suite. Un politique averti, vous avez vu que la deuxième sortie du président Bédié a été de dire, en lieu et place du CNT, nous recommandons, nous demandons l'ouverture d'un dialogue inclusif qui va voir la participation de tous les acteurs politiques. Donc, quand le président Bédié prend, n'est-ce pas, cette nouvelle, il emprunte cette nouvelle démarche, ça veut dire que le régime Ouattara est face au pied du mur là. Mais en réponse du dialogue inclusif, déjà dès l'entame, le gouvernement choisit ses interlocuteurs en écartant certains. À partir de ce moment, quelle sincérité, quelle crédibilité accorder à un tel dialogue? Et je dis pour ma part qu'on ne gère pas un pouvoir d'État avec ses émotions. Et malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons. Parce que, bon, pour M. Alassane Ouattara, il ne devait même pas avoir un petit Guillaume Soro, et donc, pour ça, et pour ça seulement, quelle que soit la position de Guillaume Soro dans le dispositif politique ivoirien, il n'en veut pas, il exclut des discussions. Mais en l'excluant, je vais être modeste, mais en excluant Guillaume Soro, c'est des dizaines, des centaines de milliers de personnes que vous excluez. Mais on ne peut pas personnaliser le débat politique en Côte d'Ivoire. Et c'est ahurissant. Vous verrez que c'est la première fois, en tout cas à ma connaissance, qu'un politique soit traqué jusqu'à traquer sa famille, au mépris de ce qu'on appelle en droit le principe de la personnalité des peines. Mais moi, c'est pas parce que je pose un acte, mon frère, mon épouse à la maison n'ont absolument rien fait.
Non, comme le hasard a voulu, la nature a voulu que tu sois le frère de Guillaume Soro, tu iras en prison. Qu'est-ce qu'on reproche à ces deux frères qui sont en prison, si ce n'est que c'est des frères de Guillaume Soro? On ne peut pas personnaliser le débat en Côte d'Ivoire. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Et c'est en cela que nous restons très réservés, prudents par rapport à ce dialogue. Pour moi, ce dialogue, il a été lancé par le régime, pas parce qu'il en ressent la nécessité de voir les Ivoiriens. Non. Il a besoin d'être réhabilité vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis des partenaires. Il n'y a rien que ça. Il faut que nous le comprenions. Je vous remercie. Vu le temps qui nous est réparti, nous allons prendre juste les deux dernières questions et puis nous allons passer à table. Le monsieur qui est après. Non, posez votre question, après on va voir. Bonjour honorable. Je suis Augustin Lobé, journaliste à la radio La Voix de la Diaspora. Ma première question, préoccupation, c'est la décision du Didier, quand il a été convoqué et qu'il a renoncé au comité que vous avez créé, tous pour dire que n'était pas d'accord, il y a un boycottage. Est-ce qu'aujourd'hui, le président Guillaume Soro a été informé? Est-ce que c'est une décision collégiale? Ma deuxième question, si ce n'est pas cela, est-ce qu'aujourd'hui on peut croire à la légitimité du président Guillaume Soro au sein de la coalition? La troisième, votre confrère et ami Soro Kanoubi, après sa libération, allait remercier le président Alassane Ouattara. Est-ce qu'aujourd'hui le GPS n'a pas perdu de crédibilité vis-à-vis des membres influents du parti GPS? La dernière, vous avez invité pas mal de représentants des autres partis qui sont assis là. Vous avez parlé de Monocor, mais là, on n'a pas vu ceux qui sont aussi, qui vous accompagnent dans votre, pas dans le parti, mais dans la coalition, intervenir comme vous. Je ne sais pas si vous n'allez pas solo. Merci. Merci bien, nous allons prendre la dernière question. Passez le micro. Allô, bonsoir à toutes et à tous. Je suis Dago et membre RGPS. Alors ma question est la suivante. Les leaders de l'opposition nous ont demandé de boycotter les élections de octobre 2020 et nous les avons boycottées. Moi par contre, j'ai fait l'enrôlement mais je n'ai pas pu retirer ma carte d'électeur. Aujourd'hui, vous nous parlez de l'élection législative. Alors, avec quoi nous allons aller à ces élections, puisque nous n'avons pas pu retirer les cartes d'électeurs? Merci. Merci, je passe la parole à la table de séance. Je vais répondre à la dernière question. C'est ceux qui sont chargés d'organiser les élections qui doivent prendre les dispositions pour que si éventuellement des élections législatives ont lieu, pour que vous ayez vos cartes d'électeurs. Mais je peux vous dire, avec la CEI actuelle, même si vous n'allez pas retirer, ça va être utilisé. Voilà. Même si vous-même vous ne l'utilisez pas, on va l'utiliser. J'étais en France ici, lors des élections présidentielles, j'ai appelé, après vérification, Moïse Kafofana, j'ai voté. Alors que j'étais en France. Donc si vous n'allez pas retirer, ça va être utilisé. Mais pour plus sérieux, la CEI qui est en charge de l'organisation devait prendre toutes les dispositions pour que les cartes... Je pense que ce n'est pas parce que les élections présidentielles sont terminées que l'opération de distribution des cartes s'arrête. À chaque élection, il y a
le processus est reconduit, que ce soit la révision des listes électorales ou bien le retrait des cas d'électeurs, ainsi de suite. À chaque occasion, donc vous aurez toujours la possibilité de retenir, de retirer. Pour ce qui est de la décision de dissolution du CNT, est-ce que c'est collégial? Je vais donner une réponse de principe et puis une autre réponse qui a trait à la personnalité qui était à la tête du CNT. Pour la question de principe, je vais dire à partir du moment où on a librement choisi de s'associer entre nous, de créer, n'est-ce pas, une structure, le jour qu'on n'en veut pas, je pense que la moindre des politesses, c'est de demander l'avis des autres avant de prendre la décision. Maintenant, ce n'est pas parce qu'on n'a pas appelé la presse pour faire des consultations qu'on peut penser qu'il n'a pas eu de consultation. Voilà, donc à ce niveau, il n'y a pas de débat. Ça, c'est la question de principe. La question qui a trait à la personnalité du président Henri Konan Bédié, qui a toujours été un homme de dialogue, de consensus, de compromis, ne peut pas, et puis aussi très respectueux aussi des autres, ne peut pas s'aviser après une telle décision d'une telle importance sans au préalable en discuter avec les autres partenaires, même si ce n'était pas la question de principe, mais la personnalité du président Bédié l'aurait amené à consulter ses autres camarades, entre guillemets, de l'opposition avant de se prononcer sur ça. La légitimité de Guillaume Soro ne trouve aucune contestation au niveau de l'opposition. Je ne sais même pas d'où vient cette question. Parce que il a toujours, que ce soit le CNT, qui doit toutes les décisions, à chaque étape, il s'est entretenu avec son aîné, son père, le président Henri Konan Bédié, le président Laurent Gbagbo quand il le fallait, ainsi de suite. Donc, maintenant, il n'est pas présent physiquement. Ok? Donc, s'il n'est pas présent physiquement, ben, on ne peut pas le voir. Bon, je m'excuse, mais il n'a pas le droit, le don d'être omniprésent, voilà, omnipotent. Bon, non, il n'a pas encore, c'est vrai que c'est un fin politique, mais Dieu ne l'a pas encore doté de tel pouvoir. Donc s'il est en France, il peut être en Côte d'Ivoire. Donc il faut comprendre ça comme ça, mais ce n'est aucunement une question de légitimité au sein de l'opposition. La preuve, pour toutes les décisions majeures, le GPS a été consulté, a été associé, et chaque fois qu'il y a des besoins, il envoie ses représentants qui sont sur place là-bas. J'ai du respect pour l'honorable Kanigui, voilà, tout comme beaucoup d'autres de nos camarades qui ont décidé de déposer leurs valises ailleurs. Ça, c'est leur droit, parce qu'on ne peut pas avoir une conception de principe à géométrie variable. Si nous disons, nous luttons pour la démocratie aussi commande, n'est-ce pas, que chacun soit libre de choisir sa voie, sans que le ciel ne puisse lui tomber là-dessus. Et c'est pour cette raison que nous nous battons, parce que si ce principe avait été appliqué par le RHDP, le fait que le président Guillaume Soro ait refusé de rester au RHDP, tout ce qu'il subit aujourd'hui, il ne l'aurait pas subi. Et donc, c'est une question de démocratie. Chacun est libre de choisir sa formation politique. Mais cela est très loin d'être un cas de désaveu pour le GPS, ou bien pour le président Soro. Mais le RHDP qu'ils ont rejoint est usufruitier du travail d'autres cadres ailleurs. Je veux dire,
vous verrez, leur porte-parole principal est bien quelqu'un qui a fait toutes ses armes, qui a tout eu au niveau du PDCI. Je vais parler du ministre Adjoumani. Il a quitté, il est parti, mais ça ne veut pas dire que le PDCI est en déliquescence, ou le PDCI est mort, loin s'en faut. Donc la politique, surtout sur les tropiques, beaucoup de fois, ce n'est pas forcément des questions d'idéologie. Si quelqu'un se sent plus à l'aise à retourner, après avoir combattu une formation politique, si se sent à l'aise de retourner aller siéger là-bas, c'est son droit le plus absolu. Mais le GPS, nous nous portons bien. Nous continuons la bataille, qui est la bataille de la démocratisation de notre pays, l'instauration d'un état de droit, et surtout, la fraternité qui ne devait jamais quitter les Ivoiriens. La solidarité qui ne devait jamais quitter les Ivoiriens, qui malheureusement nous a quittés. Et ça, c'est un des points essentiels de la politique du président Soro et des GPS. La fraternité entre les Ivoiriens, la solidarité entre nous. Nous n'avons pas d'autre pays, nous n'avons qu'un seul pays, qui est la Côte d'Ivoire. Et aucun peuple, aucune ethnie ne peut en exclure l'autre. Et puis, on ne peut pas vivre en autarcie, quoi. C'est pas possible. C'est pour cette raison, tous les actes que nous posons, toutes nos préoccupations devaient nous amener à une Côte d'Ivoire de concorde, de fraternité, où vous faites bon vivre. Que vous soyez au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, partout où vous vous trouvez, vous êtes chez vous. Et ça, c'est important. Nous avons connu ces périodes. Moi qui vous parle, je peux dire que je suis très bien placé pour en parler, pour vous parler des bienfaits, n'est-ce pas, de cette bonne cohabitation qui existait entre les différentes ethnies. Moi, c'est vrai que je suis député de Ouroflas, Sifié Kamalo. Je suis né à Béjerville. Je suis allé très tard dans le Ouroudougou. Je suis allé quand je travaillais déjà. Voilà, quand j'étais à Compi. C'est là que je suis allé dans le Ouroudougou. À Béjerville, chaque fois que je vais à Béjerville, c'est toujours avec beaucoup d'émotion que je retrouve Béjerville. Parce que c'est les miens, c'est là-bas, c'est toute mon histoire. Voilà. Mais là aussi, il n'y a pas de Kouérabou. Kouérabou, je veux dire, c'est les ressortissants de Séguéla. Il n'y a pas de Kouérabou à Béjerville. C'est un mélange de où nous sommes nés. Vous avez des baoulés, des bétis, etc. Pour la petite histoire, je peux vous dire, nos parents nous appelaient quand on était plus jeunes les petits bétis. Vous savez pourquoi? Quand on venait en vacances, on avait nos amis, Dago, Marc, c'est écrit Marc, pardon. La cohabitation était tellement fraternelle. C'était les mêmes familles, à la limite, vous voyez. Alors qu'est-ce qu'on faisait? Nous qui étions musulmans, enfin qui sont musulmans, quand on vient en vacances, vous savez, vous allez faire des soirées. Généralement, vous rentrez vers 3h, 4h du matin. Et puis, à 5h, la maman vient vous réveiller pour faire la prière de l'eau. Alors, nous, pour échapper à ça, quand on venait en vacances, on déménageait chez les marques, qui sont bités, pour échapper juste à la prière du matin. À la prière du matin. Mais ça ne posait aucun problème à nos parents, parce que c'était, voilà, on était tous considérés comme les enfants de toutes les familles présentes dans le quartier, et il n'y avait aucun problème. Vous voyez, pour moi qui ai connu ces bons moments, il est clair que un des enjeux, au-delà de la politique, de pouvoir, mais ce que nous devons combattre aussi, c'est cette politique hideuse qui est là aujourd'hui, qui tend à laisser croire que non, si je quitte le pouvoir, telle zone va être écrasée, si je ne reste pas au pouvoir, on va... Non, non. Pratiquons une politique qui rassemble plutôt qui divise. Et je vais tendre sur ce côté parce que, comme je l'ai dit, c'est une préoccupation qui est mienne.
ok, que je vais faire partager avec l'ensemble de mes frères ivoiriens et même non ivoiriens, parce que en Côte d'Ivoire, il y en a beaucoup, et qui sont même nés là-bas, mais qui n'ont pas forcément la nationalité ivoirienne. Mais dans le débat qui concerne la concorde, la bonne cohabitation, on ne peut pas les exclure. Il faut les intégrer pour en débattre. En tout cas, c'est sur ces mots, sur cette notion de concorde, de réconciliation, d'accord, de bonne cohabitation entre les Ivoiriens que je voudrais mettre fin à cette conférence de presse, tout en vous réitérant les remerciements et les remerciements du président Guillaume Soro, président du GPS. Je vous remercie. Merci,